fistules portosystémiques congénitales sont des malformations vasculaires rares qui font communiquer de façon anormale des veines qui viennent de l'intestin avec des veines qui retournent vers le cœur ou le cœur lui-même en ne passant pas par le foie. Dans ces malformations, le sang qui provient de l'intestin avec les produits de la digestion n'est pas traité normalement par le foie et certaines substances qui ne devraient pas circuler dans le reste de l'organisme circulent et provoquent certaines maladies. Ces maladies peuvent toucher différents organes, presque tous les organes, mais surtout le cerveau, le cœur, le poumon et le foie lui-même. Ces dernières décennies, les connaissances sur ces maladies ont beaucoup progressé et donc permettent de mieux en faire le diagnostic, de mieux savoir quoi faire pour les traiter. Le traitement vise à prévenir la survenue de ces complications ou lorsque ces complications sont déjà présentes, à les traiter ou éventuellement à les stabiliser. Cette prise en charge fait intervenir différentes spécialités, depuis le diagnostic anténatal, les pédiatres de néonatologie, les pédiatres plus tard, les chirurgiens, des radiologues, des cardiologues, des pneumologues et tous spécialistes concernés par les complications présentées par le patient. Grâce à la coopération entre spécialistes du diagnostic anténatal et pédiatres, de grands progrès ont été réalisés pour le diagnostic précoce de ces malformations et une meilleure détection et prise en charge précoce de ces anomalies est assurée. Nous réalisons à Bicêtre un travail de sensibilisation des échographistes à la détection des malformations vasculaires du foie du fœtus qui peuvent être diagnostiquées au 2e ou au 3e trimestre de la grossesse. Grâce à notre expérience dans ce domaine, le diagnostic anténatal d'une telle malformation permet d'établir avant sa naissance, pour chaque enfant, un projet de soins postnatal adapté à ces situations, d'autant plus que celui-ci peut parfois se révéler urgent. Cela permet aussi bien aux couples qu'aux différents intervenants médicaux de se préparer plus sereinement à l'arrivée de l'enfant. Les complications liées aux fistules portosystémiques congénitales sont très variées et ne sont pas typiques de cette anomalie. Il peut donc être difficile pour un médecin d'évoquer le diagnostic. Il faut penser à rechercher une fistule portosystémique chez le nouveau-né ou le nourrisson en cas d'angiome dans le foie ou de malformation cardiaque congénitale par exemple. Chez l'enfant plus grand, cela donnera volontiers un retard scolaire avec une certaine lenteur intellectuelle et parfois des troubles du comportement. Il faudra savoir rechercher cette fistule également en cas de découverte de nodules dans le foie à l'échographie. Les complications cardiaques et pulmonaires sont parmi les plus graves et se développent à bas bruit. Elles existent à tout âge, y compris chez les fœtus. Parmi les symptômes qui sont associés aux malformations type fistule portosystémique, on a des malformations cardiaques. Ces malformations cardiaques représentent à peu près la moitié des symptômes cardiovasculaires associés à ces maladies du foie. Ce qu'on observe essentiellement et ce qu'il faut rechercher surtout, c'est tout ce qu'on appelle les hétérotaxies, qui sont des malformations associées à des anomalies de position du cœur ou des cœurs avec un seul ventricule ou des cardiopathies complexes. Parmi les symptômes cardiaques que l'on observe dans les fistules portosystémiques, chez le tout petit et chez le fœtus, c'est l'insuffisance cardiaque. La plupart du temps, ce symptôme est régressif avec le temps ou quand il est associé à une malformation cardiaque avec la réparation de la cardiopathie, mais il peut justifier, s'il persiste, le geste interventionnel sur la fistule portosystémique au niveau du foie. Les fistules portosystémiques congénitales peuvent se compliquer de deux types de maladies vasculaires pulmonaires. Le syndrome hépatopulmonaire qui se caractérise par un défaut d'oxygénation du sang. Les patients sont donc essoufflés à l'effort avec l'apparition d'une cyanose. Et l'hypertension artérielle pulmonaire qui se traduit également par un essoufflement à l'effort et par l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque comme les malaises à l'effort. Le syndrome hépatopulmonaire est réversible après la fermeture des fistules alors que l'évolution de l'hypertension artérielle pulmonaire est beaucoup plus aléatoire. Il est donc très important de dépister ces complications chez tous les patients qui ont une fistule et de fermer précocement les fistules pour prévenir l'apparition de ces deux complications qui sont potentiellement graves. Elle a été opérée du cœur, elle a eu des complications, mais au bout de 2 ans et demi, on n'arrivait pas à la sevrer en oxygène et on ne comprenait pas la cause en fait. Et on faisait, on faisait des consultations cardiologiques, pneumologiques,
Et on est même allé jusqu'à un moment donné parler de greffe cœur-poumon. Voilà, c'était très compliqué. Les adultes qui ont un shunt portosystémique congénital correspondent soit à des patients qui sont connus depuis l'enfance ou l'adolescence et qui sont suivis, qui ensuite passent dans la médecine adulte, soit à des adultes chez qui on va découvrir un shunt pour l'exploration de symptômes ou à l'occasion de l'exploration d'une maladie complètement indépendante de ce shunt. On sait que les shunts portosystémiques exposent un risque faible de développer des cancers du foie. Mais comme il faut un long temps pour que ces tumeurs se développent, c'est le plus souvent à l'âge adulte qu'on diagnostique ces tumeurs. Et c'est pourquoi il faut que le diagnostic et la prise en charge des patients soient faits le plus tôt possible pour prévenir la survenue de ces tumeurs. Avec le temps, les patients ayant un shunt vont développer des nodules dans le foie qui sont dans l'écrasante majorité des cas des nodules bénins. Et c'est pourquoi à l'âge adulte, on voit beaucoup de patients avec des lésions dans le foie. Il y a un rôle donc très important de l'imagerie pour le suivi de ces patients, pour bien caractériser ces nodules et pour bien surveiller leur évolution. Chez l'adulte comme chez l'enfant, le traitement par fermeture du shunt peut être réalisé par voie chirurgicale ou alors de manière mini-invasive par voie endovasculaire. Les autres symptômes des fistules portosystémiques congénitales peuvent être des manifestations assez atypiques d'encéphalopathie hépatique avec une asthénie très fréquente, des troubles de la mémoire et quelquefois des troubles psychiatriques. Et les patients ont été hospitalisés pendant longtemps pour syndrome dépressif, phénomènes hallucinatoires. Et donc c'est des manifestations très particulières d'encéphalopathie. Les autres manifestations qu'il faut surveiller sont l'hypertension portopulmonaire qu'il faut dépister le plus précocement possible, bien évidemment. La prise en charge thérapeutique n'est pas toujours facile et nécessite vraiment une intervention multidisciplinaire d'expertise avec discussion du dossier avec les pédiatres, les radiologues, les hépatologues adultes et les chirurgiens en général dans cette prise en charge. Avant, je retenais rien. J'étais toujours fatiguée, endormie, des petits problèmes de compréhension aussi. Dans mon cerveau, c'était toujours dans le gaz, jamais à l'heure, sans se souvenir de rien du tout. Et quand je me suis fait opérer, maintenant ça va mieux. Je me rappelle des choses comme mon souvenir du code de la carte, savoir un peu la valeur de l'argent. Je ne suis plus sur tutelle. Aujourd'hui, je travaille dans une cuisine centrale. Je veux faire un peu plus de choses. Et c'est mieux comme ça. L'association de l'AMVF a pour rôle d'aider les patients, de leur venir en aide à eux, à leur famille et les mettre en relation aussi avec le corps médical. L'association finance aussi la recherche médicale en faisant des financements. On a été hospitalisé une semaine où elle était très très basse en saturation. On était arrivé à 55% de saturation. Les médecins nous disaient, on se consulte, on fait des réunions entre les cardiologues et les pneumologues pour savoir ce qu'on peut faire. Jusqu'à un moment donné, le chef de service de pneumo nous a dit, est-ce qu'on est allé voir le foie? Pas du tout. On a fait une première investigation, donc premier écho. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. On a découvert la fistule portosystémique ici, au Kremlin-Bicêtre. Le diagnostic des fistules portosystémiques congénitales repose largement sur l'imagerie. La radiologie, qu'il s'agisse du scanner, de l'échographie, de l'IRM, est très utile dans ces pathologies pour établir la carte précise de la malformation et savoir exactement quels sont les vaisseaux anormaux qui communiquent. L'imagerie permet également le diagnostic des complications, qu'il s'agisse des complications au niveau du cerveau, du cœur, du poumon et du foie lui-même ou dans d'autres localisations. Il est parfois nécessaire de mettre des cathéters dans ces malformations et en y gonflant des ballons pour simuler la fermeture et voir précisément quel est le type de traitement qui sera le plus adapté. L'objectif du traitement des fistules portosystémiques congénitales est de supprimer la communication anormale entre les veines de l'intestin et celles ramenant le sang au cœur ou le cœur lui-même. Cela permet d'éviter la survenue de complications
ou de soigner ou au moins de stabiliser certaines complications déjà présentes. Ce traitement peut être réalisé soit par radiologie interventionnelle, soit par chirurgie. Le traitement donc radiologique repose sur le fait d'utiliser des cathéters, donc des tuyaux que l'on va introduire par les veines, soit au haut des jambes, au niveau des cuisses, soit au niveau du cou, que l'on va mettre dans la malformation. Et l'objectif est de mettre un bouchon dans cette malformation pour obliger le sang à retourner vers le foie. Ces traitements radiologiques peuvent être réalisés à tout âge, y compris chez le nouveau-né prématuré, mais également chez l'adulte. La chirurgie est parfois nécessaire dans la prise en charge des fistules portosystémiques. Cette chirurgie s'adresse essentiellement aux fistules localisées en dehors du foie, qui sont les fistules extra-hépatiques. Lors de cette chirurgie, on va soit décider de fermer complètement la fistule, soit, si l'intestin nous montre des signes de souffrance, réaliser une fermeture en 2 temps, avec un rétrécissement lors de la première chirurgie et une fermeture définitive quelques mois plus tard. D'autre part, il est parfois nécessaire d'intervenir chirurgicalement pour la prise en charge des complications de ces fistules, notamment lorsqu'il existe des nodules hépatiques que l'on peut réséquer. Il est nécessaire de surveiller après la fermeture que d'autres fistules ne se démasquent pas et que le retentissement qui avait été mis en évidence avant la fermeture s'améliore ou se stabilise. Nous suivons donc les enfants tous les 6 mois, puis tous les ans, avec échographie et bilan sanguin. On s'est rendu compte pratiquement une dizaine de jours après l'opération. On la voyait moins fatiguée, on la voyait moins essoufflée, et on se disait, bon sang, même que le taux d'oxygénation, le taux de saturation n'était pas forcément en adéquation, mais on voyait qu'elle était mieux. C'était flagrant. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, la saturation s'est améliorée. On a réussi à baisser l'oxygène. Et après, au niveau du sevrage, bien sûr, ça a mis 6 mois. Voilà, pour être sûr que tout se passe bien. Il y a eu pour voir si la nuit ça se passait bien. Enfin voilà, ça a mis 6 mois. Et après, elle avait une gastrostomie puisqu'elle n'arrivait plus à manger. Elle n'arrivait pas à manger tellement elle était fatiguée. Voilà. En fait, tout au fur et à mesure, on a repris alors ça prend un peu de temps, bien sûr, mais on a repris une vie normale. Pour Nora, on a mis à peu près 1 an pour dire voilà, on revit. Pour améliorer la connaissance de cette pathologie, un registre visant à collecter le maximum de cas de fistules portosystémiques a été créé avec les hôpitaux universitaires de Genève et rassemble actuellement 50 centres dans une vingtaine de pays. Ce travail international collaboratif va contribuer à augmenter les connaissances sur cette pathologie et à diffuser plus largement l'information pour améliorer sa détection et sa prise en charge. Des réunions de discussion de dossiers sont organisées tous les mois afin d'aider les équipes et les patients dans le monde entier.